Bonjour et bienvenue dans cette 13e vidéo de la série Python spécial Machine Learning. Dans la dernière vidéo, on a vu beaucoup de fonctions pour faire des mathématiques, des statistiques, de l'algèbre linéaire. Et bien, dans cette vidéo, je vous propose de faire une pause avec les fonctions, parce qu'on va tout simplement en voir aucune. Rien du tout. À la place, on va se concentrer sur une technique qui est à la fois très puissante, mais aussi assez dangereuse, le broadcasting. Et je vais vous montrer en quoi ça peut être dangereux avec un vrai programme de machine learning dans cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, en soi, le broadcasting, c'est pas vraiment une technique que vous devez apprendre. En fait, c'est plutôt une façon dont NumPy a été construit et qui nous permet de faire des calculs entre un tableau A et un tableau B de façon très rapide et très simple. Typiquement, dans un langage comme le C ou le C++, si vous voulez faire une opération entre deux tableaux, par exemple en additionner chacun des éléments, eh bien vous allez devoir écrire une boucle for qui accède à chaque index de votre tableau, vous allez devoir extraire ces deux éléments, les additionner, puis passer à l'élément suivant, et avec votre boucle for, itérer comme ça selon tout le tableau. Bref, ça peut être un petit peu long. Eh bien nous, avec NumPy, si on veut faire une telle addition entre un tableau A et un tableau B, tout ce qu'on a à écrire, c'est A plus B. Voilà, c'est tout. En fait, tout ce système d'itération qu'on pourrait retrouver dans un autre langage a déjà été implémenté à l'intérieur de NumPy, au passage dans le langage de programmation C, qui est un langage extrêmement performant, et donc ça nous simplifie énormément la tâche, puisqu'on n'a pas besoin de faire des itérations, etc. Tout ce qu'on a à écrire, c'est A plus B. Donc je pense que vous vous en doutez, on peut faire ce genre d'opération lorsque les tableaux ont les mêmes dimensions, c'est-à-dire qu'on puisse les superposer l'un parfaitement au-dessus de l'autre. Par exemple, si là j'ai deux tableaux de dimension 2, 3, eh bien je peux faire A plus B, et ça me retourne la somme de chacun de ces éléments. Si en revanche, je fais un tableau B qui est de dimension 2 lignes et 2 colonnes, et bien là on voit très clairement qu'il va y avoir un problème, parce que nos tableaux ne peuvent pas se superposer, donc qu'est-ce qui va se passer pour le 3 et le 9 ? Ils vont être additionnés à rien du tout. Donc c'est pour ça que là, NumPy nous retourne une erreur en nous disant non, on ne peut pas faire ce genre d'opération. Donc là, vous pourriez vous dire, d'accord, c'est bon, j'ai compris, on peut faire ce genre d'opération qu'avec des tableaux qui ont les mêmes dimensions. Eh bien, pas exactement. En fait, on peut très bien faire des opérations entre deux tableaux qui n'auraient pas la même dimension, lorsqu'on peut étendre certaines des dimensions de nos tableaux. Et c'est ça qu'on appelle le broadcasting. Je vous donne un exemple tout simple. On peut très bien faire A plus, par exemple, 2, 2 étant un scalaire, ce qui équivaut à un tableau avec une ligne et une colonne, un tableau avec un seul élément dedans, et ça fonctionne. Tout simplement parce que ce tableau à une ligne et une colonne a été étendu pour couvrir toutes les dimensions de notre tableau A. De la même manière, on peut créer un tableau B qui comprend deux éléments, donc un vecteur, et puis faire l'opération entre A et B, et ça fonctionne, parce que les colonnes de B auront été étendues pour couvrir tout le tableau A. Donc vous pourrez vous dire, super, chouette, on peut faire ça avec plein de choses, maintenant je vais créer un tableau B dans lequel il y a 3 lignes, voilà, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais faire A plus B pour faire la même chose sur les lignes. Ah non, oula, ça fonctionne pas. Eh ben non, ça peut pas fonctionner. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, quand on fait du broadcasting, il y a des règles très claires et très simples qu'il faut suivre et bien comprendre. La règle, c'est que chacune des dimensions dans A et dans B doivent être égales de façon respective. Même nombre de lignes dans A, même nombre de lignes dans B. Même nombre de colonnes dans A, même nombre de colonnes dans B. Ou alors, lorsqu'on a une différence entre les deux dimensions, alors c'est que la dimension respective, elle est égale à 1. Donc typiquement, avant on avait 2 lignes, 3 colonnes dans nos deux tableaux, donc évidemment ça marchait. Puis on avait pris un tableau B dans lequel il y avait 2 lignes et 2 colonnes, donc c'était au niveau des colonnes, c'est-à-dire de l'axe 1, qu'il y avait eu un problème, parce qu'on avait une différence entre le 2 et le 3. Puis ensuite on avait pris un tableau B qui faisait 2 lignes et une seule colonne. Du coup ce qui s'était passé, c'est qu'on avait pour les colonnes un 3 et un 1, et c'est là que le broadcasting pouvait s'effectuer, parce que le 1 était étendu à la dimension 3 qu'on avait dans le tableau A. Par contre, dans le dernier cas, on a créé un tableau B dans lequel il y a 3 éléments sur l'axe 0, et on a essayé de le superposer
à un tableau A dans lequel il y a 2 éléments sur l'axe 0. Donc, quand on voit les choses imprimées comme telles, on pourrait se dire, oui, bon bah, on va réussir à faire le broadcasting. Mais non, pas du tout. La technique pour être sûr si votre broadcasting fonctionne ou pas, c'est d'écrire l'un au-dessus de l'autre les 2 dimensions de vos tableaux et regarder si ça colle ou s'il y a des différences. Maintenant, petit exercice pour vous, quel va être le résultat d'une opération entre un tableau 4-1 et 1-3 ? Voilà, je vous laisse réfléchir un petit instant. Peut-être que le résultat, vous l'avez, mais vous le trouvez un petit peu surprenant. Eh bien, en effet, le résultat il est surprenant. C'est tout simplement que le vecteur A et le vecteur B vont mutuellement s'étendre l'un sur l'autre pour couvrir une surface de 4 par 3. Donc, démonstration, si on compile tout ça, eh bien, ça nous donne un vecteur avec 4 lignes et 3 colonnes. Alors, vous pourriez vous dire, waouh, mais c'est super chouette comme technique. Eh ben, ouais, moi je vous conseille de vous en méfier de ce truc-là. Je vais vous donner un exemple dans quelques instants. Pour bien comprendre l'exemple que je vais vous donner, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on travaille avec des tableaux dans lesquels on a des dimensions incomplètes, vous savez ce que je veux dire par là, c'est lorsqu'on a par exemple 3, rien du tout, c'est-à-dire qu'il manque le 1 à nos dimensions, eh bien on obtient exactement le même résultat. Parce qu'en fait, là vous pourriez vous dire, mais je comprends pas, le 3 il superpose avec le 4, du coup ça ne fonctionne pas. Ben non, en fait, lorsqu'on écrit des dimensions incomplètes avec 3, rien du tout, le 3, il est considéré comme étant la dernière dimension de votre tableau. Donc, en réalité, c'est comme si c'était la dimension sur l'axe 1 pour le tableau A, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, si vous travaillez avec des tableaux dans lesquels vos dimensions ne sont pas complètes, bien confirmées, avec un 3,1, eh bien, vous pourriez avoir des opérations de broadcasting complètement inintentionnées, complètement non voulues dans vos programmes de machine learning. Et ça peut être dangereux. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, vérifiez les dimensions de vos matrices, de vos tableaux, et utilisez la fonction reshape pour redimensionner vos matrices lorsqu'elles sont incomplètes. Ça, c'est très important. Regardez plutôt cet exemple. C'est le code qu'on avait écrit ensemble dans la vidéo pour faire une régression linéaire et une régression polynomiale dans la série de machine learning. Je vous mets un lien là-haut dans la description si vous voulez la voir. Dans cette vidéo, on avait créé un dataset avec une fonction makeRegression qui nous retourne un tableau X et un tableau Y. Mais cette fonction, quand on l'utilise, eh bien, elle nous retourne un tableau Y dont les dimensions sont incomplètes. On a 100, rien du tout. Et je vous avais expliqué que c'est très important de redimensionner notre tableau Y pour qu'il ait les dimensions 100,1. Et vous pouvez voir que cette ligne, je l'ai désactivée dans mon code. Et bien c'est pour vous montrer quelle va être la conséquence d'un mauvais broadcasting sur notre code de régression linéaire. Alors, mettez-vous bien dans la situation. Imaginez que vous avez une colonne de X, c'est un vecteur dans lequel il y a 100 éléments, et de la même manière, vous avez un vecteur Y dans lequel il y a 100 éléments. Ce que vous voulez faire, c'est tout simplement X moins Y, par exemple. Vous vous attendez à quoi ? À avoir un résultat qui fait 100 éléments. Voilà, une colonne, un vecteur dans lequel il y a à chaque fois X1 moins Y1, X2 moins Y2, etc., etc. Sauf que ça va pas du tout se passer comme ça ici. Non, parce que le broadcasting, si on l'effectue tel qu'il est, ça va nous donner un tableau beaucoup plus grand. Ça va nous donner un tableau dont les dimensions vont être de 100 par 100. On va avoir 100 lignes et 100 colonnes. Regardez, le résultat, il est de 100 par 100. Il se produit exactement le même broadcasting que pour l'exemple que je vous ai donné dans notre théorie. Et ce genre de choses, ça va avoir des conséquences mais désastreuses sur notre code de machine learning. Parce que quand on va utiliser notre gradient et qu'on veut faire la différence entre notre modèle, qui est donc ici, avec Y, ça va pas nous donner une colonne de 100 éléments, ça va nous donner un tableau de 100 lignes et de 100 colonnes. Du coup, notre gradient, ça va être n'importe quoi. Regardez, je vous montre en fait. Si j'exécute toutes les lignes de mon code jusqu'à la fin, regardez le modèle qu'on obtient. C'est le gros charabia, c'est n'importe quoi. C'est pas du tout un modèle, ça. Tout simplement parce que on a rien du tout. Je sais pas comment expliquer.
Et tout ça, simplement parce qu'on n'a pas travaillé avec les bonnes dimensions dans nos vecteurs et dans nos matrices. Donc, vous comprenez bien l'importance de la méthode Reshape qu'on avait déjà vue et que j'arrête pas d'insister là-dessus. Donc, redimensionnez bien vos vecteurs Y. Là, vous avez bien maintenant le résultat de x moins y qui vous donne une colonne de 100 éléments. Voilà. Et si on exécute tout le reste de notre code, eh bien, regardez le beau modèle qu'on va obtenir. Voilà, si ça, c'est pas une belle ligne. Voilà, c'est absolument tout ce qu'il y a à savoir sur le broadcasting. Retenez bien les règles, elles sont pas si compliquées que ça, mais soyez très vigilants quand vous l'utilisez. Et c'est pas compliqué en fait. À chaque fois que vous faites une opération de broadcasting, vérifiez le résultat que vous obtenez. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de pépins plus tard dans votre code. Voici maintenant l'exercice de la vidéo précédente dans laquelle je vous avais demandé de standardiser colonne par colonne le tableau suivant. Et ça, c'est une technique vraiment très utile en machine learning et en deep learning. Pour arriver à ce résultat, il faut qu'on prenne chaque colonne de A, qu'on la soustrait à la moyenne de la colonne et qu'on divise tout ça par l'écart type qu'on a dans la colonne. Autrement dit, il faut qu'on travaille sur l'axe 0, qui est l'axe vertical. Donc, on va écrire par exemple D, qui est égal à A moins A.min axis égale 0. Et tout ça, on va le diviser par A.std. Et donc, voilà le résultat qu'on obtient. On a toutes les colonnes qui ont été standardisées selon cette formule. Ça veut dire que la moyenne de chaque colonne est égale à 0 et l'écart type qu'il y a dans chaque colonne est lui-même est égal à 1. Ça, je peux vous le montrer. Si on fait d.min sur l'axe donc 0, eh bien, on obtient une série de nombres qui sont vraiment très très proches de 0. Et si par exemple maintenant je faisais d.std sur l'axe 0, eh bien du coup tous les écarts types de toutes mes colonnes sont égaux à 1. Autrement dit, chacune de nos colonnes suivent une distribution normale standard absolument parfaite. C'est pour ça qu'on parle de standardization, parce qu'elle follow la distribution normale standard. Et avoir des données qui suivent ce genre de distribution, eh bien, ça facilite énormément l'apprentissage statistique, tout simplement parce que les données sont très bien réparties. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le broadcasting, et c'est également la fin de cette petite série de vidéos sur NumPy. Mine de rien, je vous ai quand même donné beaucoup de détails, alors laissez-moi faire un petit résumé de ce qu'il y a de plus important sur ce package. Parce que notre cerveau humain, il aime bien se concentrer sur l'essentiel et ignorer tous les petits détails. Donc, quand on utilise NumPy, c'est pour travailler avec des tableaux à n dimensions. Et nous, en machine learning, on va surtout créer des tableaux à 2 dimensions, dans lesquels on a un axe 0, qui est l'axe vertical, et un axe 1, qui est l'axe horizontal. Ce système d'axes, c'est une des choses les plus importantes que vous devez comprendre dans NumPy, parce qu'il va avoir un impact sur la façon dont vous faites de l'indexing, du slicing, ou bien même sur toutes les méthodes que vous pourriez utiliser. Par exemple, pour trouver le minimum dans une ligne, ou bien le maximum dans une colonne, eh bien ça arrive souvent qu'on oublie sur quel axe travailler. Donc vraiment, gardez ça à l'esprit. Ensuite, concernant les attributs du tableau à n dimensions, c'est pas compliqué, il y en a 2 à retenir. Le plus important de tous, c'est l'attribut shape. Cet attribut vous permet d'analyser les dimensions de votre tableau, c'est-à-dire savoir combien d'éléments il y a sur l'axe 0 et combien d'éléments il y a sur l'axe 1. En gros, ça revient à dire combien il y a de lignes et combien il y a de colonnes. C'est pas compliqué. Quand vous faites des opérations avec vos tableaux, vérifiez régulièrement les dimensions des résultats que vous obtenez. Parce qu'on n'est jamais trop prudent. Avec le broadcasting, on peut avoir des mauvaises surprises et vaut mieux les éviter, ce genre de mauvaises surprises. Ensuite, l'autre attribut à connaître, c'est l'attribut size qui vous permet de comprendre le nombre d'éléments qu'il y a dans votre tableau. Sinon, tous les autres attributs, vous pouvez les oublier. Croyez-moi, oubliez-les, franchement. Maintenant, pour les méthodes les plus utiles. Si vous voulez assembler 2 tableaux ensemble, utilisez concatenate, soit avec l'axe 1, soit avec l'axe 0.
Si vous voulez redimensionner un tableau, utilisez Reshape. Et ça, c'est une méthode très utile, même si parfois il s'agit juste d'ajouter un petit 1 dans nos dimensions, ça peut avoir un impact majeur, comme vous l'avez vu dans cette vidéo. Si vous voulez aplatir votre tableau, le réduire à une dimension, utilisez la méthode Ravel, très efficace. Bien sûr, les méthodes min, max, somme, produit, moyenne, écart type, elles sont assez simples à retenir, mais une des méthodes que vous devez vraiment retenir, c'est la méthode argsort. Cette méthode, elle vous permet de faire des classements, des tris dans vos tableaux NumPy, et ça peut être super cool. Sinon, concernant toutes les fonctions mathématiques un peu avancées, alors il y en a quelques-unes dans NumPy, c'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, mais la majorité de ces fonctions, on les retrouvera dans SciPy. Et moi, je conseille plutôt de les utiliser avec SciPy. Pour finir, quand vous voulez sélectionner certains éléments de votre tableau ou bien filtrer un tableau avec certaines conditions, pensez à utiliser le Boolean Indexing. Cette méthode est super utile, super efficace et énormément de gens l'utilisent. Donc, imitez ces gens-là. Et bien sûr, le mot de la fin, soyez vigilants quand vous utilisez du broadcasting. Voilà, c'est tout pour NumPy. Si vous avez la moindre question, merci de me la laisser en commentaire. Comme vous le savez, je réponds à tous vos commentaires, c'est une joie de vous aider. Sinon, si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner, merci de la partager avec un ami, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.